Bonjour tout le monde. Bonjour, mon nom est Patrick Plante. Je suis membre de la direction de la CERTA. Puis je vous souhaite la bienvenue donc avec mes collègues aussi du comité de gestion, Alain Stockless, qui est président, qui va arriver un petit peu plus tard, et aussi des autres membres, les deux Caroline, Caroline Fatou et Caroline Bourque. Donc, aujourd'hui, pour notre webinaire, on a la chance d'avoir deux membres sortants de la CERTA, pas de la CERTA, mais du comité de gestion. Donc, Saasen et Florian, qui vont faire une présentation sur une question très pertinente. Qu'est-ce que le Blend Learning? Donc, je vais laisser la parole à Florian et Saasen pour leur webinaire sur la formation hybride. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite faire un partage d'écran pour que vous ayez accès à notre diaporama. Je pense que c'est celui-ci, si je ne fais pas de bêtises. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien notre diaporama à l'écran? Je pense que normalement, vous êtes censé aussi nous voir sur le côté droit. Est-ce que ça marche bien pour tout le monde? Oui. Oui, OK, super. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir répondu. J'entends un oui, alors j'estime que c'est un oui pour tous, mais c'est parfait comme ça, merci. En fait, j'imagine que plusieurs d'entre vous ne nous connaissez pas, donc on va se présenter quand même. Je vous présente Saasen Lacal, qui est à ma gauche ici, et moi, Florian Meyer, qui sommes tous les deux professeurs au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke. On a différents travaux de recherche et différents intérêts autour de la formation à distance, la formation hybride, la formation en ligne, l'ingénierie pédagogique ou d'autres dimensions reliées à ces questions-là. Et en fait, on est très heureux d'être ici. Alors, comme le disait Patrick, on était très investis dans le comité d'organisation, de gestion de la CIRTA jusqu'à présent. Et on s'est dit que pour quitter un peu en beauté, on ferait une dernière présentation. Enfin, au moins, peut-être pas une dernière, mais une petite présentation dans le cadre des webinaires qui sont organisés ici. Donc, on est vraiment très content d'être là. Ce qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui est issu de différents travaux qu'on a menés ou qu'on va mener encore à l'avenir et pour lequel on a fait pas mal de recensions. Donc, c'est vraiment un travail de synthèse un peu de cette recension que l'on a faite autour de la question du blended learning ou de la formation hybride. On va voir en fait différentes définitions. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on voulait vous présenter ici aujourd'hui ces éléments. Donc, on vous propose de prendre peut-être une petite demi-heure ensemble. Et en fait, nous, on va présenter cette petite synthèse-là et prendre l'autre demi-heure qui reste peut-être pour échanger, répondre à vos questions si vous le souhaitez et discuter un peu autour de ces questions. Alors, dans l'organisation de la présentation, on fera une petite, quelques définitions tout d'abord pour recadrer un peu justement les termes importants et comprendre les continuums de la formation hybride tels qu'ils sont présentés. On abordera différents modèles de formation hybride, sachant que, évidemment, les auteurs ont toujours des caractéristiques particulières qui ressortent et donnent différents termes et différentes orientations autour de ces hybridations possibles. Donc, on abordera ça en troisième lieu. Et puis, on terminera en fait avec les conditions de succès et les avantages et les défis que représente la formation hybride dans nos institutions, en particulier en enseignement supérieur, puisque dans notre cas, on s'intéresse beaucoup à l'enseignement supérieur, mais pas uniquement, puisqu'on verra aussi que la formation hybride se caractérise aussi à d'autres niveaux scolaires et pas uniquement à l'enseignement supérieur. Et donc, comme je vous disais, on prendra un temps après ça pour discuter. Alors, j'espère que tout ça vous convient comme organisation. Je vais juste essayer d'organiser notre écran à nous pour qu'on voit vos messages sur la droite si vous en avez, parce que pour l'instant, on ne voit pas vos clavardages. Je ne sais pas si on est capable de voir... Peut-être peser sur chat les 8. Ah, voilà. On va essayer de garder aussi visible vos questions à l'écrit, à l'écran. Est-ce que vous voyez aussi ça ou vous voyez juste notre diaporama? C'est juste que... Alors, je vois déjà qu'Alexandre nous demande si la présentation sera disponible. Oui, on a trois petites corrections à faire dont on s'est aperçu en dernière minute. Donc, on la rendra disponible par après. Alors, je vais voir si je peux la mettre. Je peux la mettre ici, donc ça devrait moins déranger. C'est bon, je vais faire ça comme ça. Oups, non, ça a disparu. Ah non, c'est là. Donc, oui, la présentation sera disponible, mais en plus, nous avons coécrit un article pour un dictionnaire, mais c'est en anglais. Et puis, nous allons très, très bientôt écrire un article en français qui va regrouper l'ensemble des éléments que nous allons discuter aujourd'hui et plus encore. Donc, ça sera disponible sous peu.
il va falloir qu'on prenne le temps un petit peu d'écrire, mais ça sera disponible tout, on le promet. Et effectivement, merci de rappeler, ça, c'est l'encyclopédie, en fait, la grande encyclopédie internationale de toutes les références en éducation qui va sortir aussi dans le courant de début de l'année 2018. Donc, on a une section dans cette encyclopédie qui porte sur le blended learning, en fait. Et c'est vraiment de là qu'est partie notre idée partagée aujourd'hui. Voilà, donc on peut y aller tout de suite avec les définitions. Je vais me replacer dans PowerPoint, et voilà. Alors, au niveau des définitions, en fait, le concept d'apprentissage hybride ou en anglais blended learning, il a évolué beaucoup depuis les années 90. Bon, pendant les années 90, on parlait de blended learning, mais pour les anglo-saxons, en tout cas, l'apprentissage hybride se définissait comme un mélange de toutes sortes de choses. Alors, essentiellement, on a retrouvé dans les écrits certaines définitions qui voulaient dire que l'apprentissage hybride, c'était une combinaison de technologie, de pédagogie et de tâches authentiques. Mais d'autres écrits aussi nous signifiaient qu'il fallait aussi considérer d'autres combinaisons possibles qui n'avaient absolument rien à voir avec les technologies. Toutefois, ce concept, il tend à se stabiliser depuis les années 2006 et donc, on vous présente aujourd'hui une des définitions qui est la plus utilisée de Garrison et Vaughan. C'est deux personnes qui ont écrit beaucoup sur le blended learning. Alors, ce que ça dit tout simplement que l'apprentissage hybride combine l'apprentissage en présentiel avec l'apprentissage en ligne d'une manière planifiée et pédagogique. Et c'est vraiment important d'insister sur l'aspect pédagogique et non pas une juxtaposition de l'apprentissage en ligne et de l'apprentissage hybride. D'autres auteurs francophones connus aussi et qui ont fait une grosse recherche, Burton et collaborateurs, pour eux autres, comme vous pouvez le voir ici, un dispositif hybride, encore une fois, c'est tout dispositif de formation qui va combiner l'apprentissage en ligne et l'apprentissage en classe, en présence. En fait, ce qui se différencie vraiment dans leurs deux définitions qui se rapprochent beaucoup, c'est la notion d'environnement numérique, en fait. Et les chercheurs français, enfin européens, francophones, ont vraiment souligné cette dimension importante-là. C'est l'usage d'une plateforme d'apprentissage en ligne aussi qui est très caractéristique des dispositifs hybrides que peut-être Garrison et Vaughan n'avaient pas tant relevé. Puis cette définition découle d'une très grande recherche qu'ils ont fait, puis on va avoir l'occasion de revenir là-dessus un peu plus loin. Florian va vous présenter justement les constituants des modèles qui ont été considérés par ces auteurs francophones. En fait, dans la définition actuelle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ça. Donc, c'est un mix entre l'apprentissage en présentiel complété par des activités en ligne, ou encore on peut le voir comme des activités en ligne complétées par des activités en présentiel. Donc, le premier point de vue comme le deuxième dans ce continuum-là, puis vous avez plusieurs variantes au milieu. Alors, pour tout ce continuum-là, on parle d'apprentissage hybride. Alors, dans la littérature qu'on a consultée, il y a certains auteurs qui vont insister sur la nécessité de réduire le temps de classe en faveur du temps en ligne, des activités en ligne. Tandis que d'autres, ils vont plutôt mettre l'accent sur la variation des activités, c'est-à-dire l'ajout d'activités en ligne par rapport aux activités en classe, sans nécessairement qu'il y ait de réduction de temps d'enseignement et d'apprentissage en présentiel. Un autre auteur qui est beaucoup retenu dans la littérature de Allen, donc ça c'est Babson College qui font des grosses enquêtes aux États-Unis. Alors eux autres, ils ont regardé dans les différentes universités et collèges américains, puis ils ont essayé de caractériser ce que c'était que l'apprentissage hybride ou le blended learning. Alors pour eux autres, ils retiennent ceci, ils disent que aussitôt qu'on tombe entre 30 et 79% des activités d'enseignement et d'apprentissage qui sont réalisées via l'éthique numérique ou en ligne, là, on va pouvoir parler d'apprentissage hybride. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est que pour ces auteurs, l'apprentissage en présentiel est réduit nécessairement en faveur de l'apprentissage en ligne,
Et ces proportions peuvent en fait changer d'une institution à l'autre. Il y a certaines institutions qui vont décider que aussitôt, par exemple, comme à l'Université de Sherbrooke, aussitôt qu'on a 50% d'apprentissage qui se fait en ligne, là, on va parler d'apprentissage hybride. D'autres institutions vont fonctionner autrement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que bon, dans l'ensemble, c'est à peu près entre 30 à 79% des activités qui sont réalisées en ligne. Par exemple, ici, il y a un site web que je vous inviterai à aller regarder qui est très, très riche de l'Université d'Ottawa, où ils ont fait vraiment des gros travaux par rapport à l'apprentissage hybride. Et ce que je voulais vous montrer, ils montrent ici des exemples où justement, il y a certains cours où on va avoir, par exemple, des cours hybrides à 50%, 50%. Et là, on va alterner entre l'apprentissage en classe et l'apprentissage en ligne. Il y a d'autres possibilités aussi, mais ce qui est en arrière de tout ça, c'est vraiment le design du cours et le fait de pouvoir optimiser l'apprentissage des étudiants, que ce soit en ligne ou en classe. Alors, on retourne à notre présentation. Est-ce que ça va pour les définitions pour le moment? Donc, on comprend cette notion de continuum qui est très important. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. On le voit sur le côté si jamais vous souhaitez qu'on s'arrête. Parfait. Merci. Excellent. Donc, on disait tout à l'heure que des grosses recherches avaient été menées, et notamment celle-ci, vous avez probablement entendu parler de la recherche ISUP, qui se concentrait sur les modèles de formation hybride en enseignement supérieur dans le monde francophone européen. Donc, ils ont rencontré, consulté énormément, je ne sais plus exactement combien, mais d'enseignants du supérieur qui, en fait, disaient enseigner en ligne et faire de la formation hybride en particulier. Et donc, ils ont, au travers de toutes ces recherches, identifié 14 composantes qui étaient vraiment constitutives des dispositifs hybrides. Alors, je pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de toutes ces 14 composantes, mais vous voyez qu'ils ont fait une espèce de toile d'araignée, en fait, qui permet justement de situer et de dégager les modèles de formation hybride qui, selon le degré de présence de chacune de ces composantes-là, le degré d'importance représenté par chacune de ces composantes, caractérise finalement différents modèles. Et ils en sont sortis avec 6 configurations distinctes qui se dégageaient de l'ensemble de toutes ces formations hybrides que les personnes qu'ils ont rencontrées donnaient. Donc, ils ont, eux, identifié 6 configurations. Alors, ils en ont appelé une la scène, qui est un dispositif centré essentiellement sur l'enseignement et caractérisé par la médiatisation des ressources textuelles pour aller vers, en fait, une gradation, en fait, jusqu'au type 6, qui est le type l'écosystème. Alors, ils l'ont nommé comme ça, mais c'est pas le terme lui-même est peut-être défini autrement, mais c'est en fait la caractéristique d'un dispositif qui est centré, lui, sur l'apprentissage et caractérisé par l'exploitation d'un grand nombre de possibilités technologiques et pédagogiques offertes par les différents dispositifs hybrides. Donc, au travers de donc si je reviens en arrière de ces 14 caractéristiques, chacun des modèles ici, chacune des configurations représente une gradation plus ou moins présente de ces 14 caractéristiques. Dans d'autres contextes, comme les travaux ici de Potvin, démontrent en fait que la formation hybride peut se caractériser selon en fait un autre élément qui est celui du synchrone versus asynchrone. Tout à l'heure, on parlait de distance versus présence sur le continuum que vous voyez ici horizontal. Potvin ajoute la dimension flexibilité de synchrone asynchrone en fait. Et on voit sur la flèche verticale cette notion donc de présence synchrone ou présence asynchrone. Et là, il en dégage 4 grands types de modèles. Le modèle en classe, le modèle classe virtuelle, le modèle travail autonome et le modèle en laboratoire. Ici, ce qui se caractérise, en fait, c'est par exemple le modèle en classe qui est vraiment avec une flexibilité minimum, essentiellement synchrone et essentiellement en classe, avec la dimension Q3 à l'opposé qui, elle, est quasiment toujours asynchrone ou majoritairement asynchrone et majoritairement en ligne, donc distante. Alors, on voit que se caractérisent différents modèles au travers de ça. Alors, dans un travail précédent que j'ai eu la chance de faire avec un collègue français, Eric Sanchez, on a essayé de catégoriser différents modèles de cours, différents exemples que l'on connaît pour voir un peu où ils pouvaient se caractériser selon cette organisation-là.
Et si on prend, par exemple, tout en haut à gauche, le modèle école en réseau, que vous connaissez fort probablement, qui est l'ensemble de toutes les écoles primaires du Québec qui sont très éloignées et qui ont essayé de se regrouper sous la forme de réseau d'apprentissage. Et là, on est vraiment dans le modèle le plus en haut à gauche, dans la mesure où tout se fait en classe avec les élèves. Et certaines activités se font aussi en classe avec d'autres élèves qui sont dans d'autres classes à l'extérieur ou d'autres enseignants qui interviennent à l'occasion à distance, mais les élèves sont regroupés dans la classe en permanence avec leurs enseignants. Donc, ce modèle se caractérise assez bien dans le coin en haut à gauche avec une flexibilité assez minimum sur le lieu, mais avec un accès à distance à d'autres ressources, d'autres activités. Et dans l'opposé, tout en bas à droite, on a le MOOC. Et les MOOC, en fait, sont des espaces, effectivement, qui pourraient s'apparenter avec une certaine forme d'hybridation dans ce contexte-là, où la majorité se fait totalement à distance, mais certaines activités sont synchrones, avec une présence synchrone distante, mais des participants quand même en même temps dans le même lieu. Donc, ce qui est intéressant avec cette représentation ici, c'est qu'on ouvre la question de l'hybride à d'autres dimensions et c'est à repenser peut-être aussi. On verra un peu plus loin qu'on peut penser d'autres dimensions de l'hybridation, mais ça nous semblait intéressant en fait d'évoquer l'hybridation sous ces axes-là. D'autres auteurs, comme Steke et Horn, ont, eux, identifié différents modèles de formation au primaire, notamment de formation hybride au primaire. Alors, ils ont identifié 4 qu'ils ont appelés comme ça, le modèle rotation, le modèle flex, le modèle auto-blendé et le modèle virtuel enrichi, qui, en fait, pourrait s'apparenter vraiment à ce que l'on a vu dans le cadrage supplémentaire précédent, où tout est à distance et de façon assez flexible aussi sur la présence dans un même lieu et dans un temps aussi synchrone-asynchrone. Alors, je vois que dans la question précédente, je vois dans le clavatage qu'on me pose une question par rapport au mode MOOC. En fait, on peut poser la question, est-ce que c'est un modèle hybride? Il y a une dimension hybride si l'on considère ici la dimension verticale qui est celle d'être présent de façon synchrone ou asynchrone. Et c'est vraiment dans cet aspect-là où il y a une certaine hybridation. On peut ne pas du tout le considérer comme un modèle hybride, mais si on avait à le placer dans cette grille-là comme étant un modèle hybride parce qu'il y a des moments où on propose aux étudiants d'être de façon synchrone, très occasionnellement, voire même pas du tout dans certaines situations, on pourrait le placer dans ce continuum-là. C'est juste pour vous montrer en fait l'ampleur en fait des possibles si l'on ajoute une dimension synchrone, asynchrone dans la question de l'hybridation. Donc, je reviens ici à ces modèles de blended learning proposés par Steke et Horn. Et eux, en fait, ont vraiment distingué le brique et mortier du modèle à distance, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une gradation dans la flexibilité qui est proposée dans ces modèles. D'autres auteurs ont proposé 6 modèles, eux. Je vais encore une fois pas rentrer dans le détail précis de ces 6 modèles parce qu'ils sont aussi caractéristiques, mais en fait, ils présentent de nombreuses caractéristiques variées. Ce qui est important de comprendre par rapport à ces modèles-là, c'est encore une fois que l'hybridation, si on la voit sur un continuum, elle offre une richesse qui n'est pas juste du présence-distance, mais qui peut prendre différentes caractéristiques et différents paramètres d'hybridation possibles. Et justement, si on pense à ces différents paramètres, en fait, la littérature nous montre qu'il y en a de nombreux qui peuvent être considérés dans les types d'hybridation possibles. Alors, ça peut être les connaissances éphémères versus les connaissances durables. Donc, hybrider, en fait, le type de formation autour de ces types de connaissances. Hybrider la notion d'apprentissage individuel versus l'apprentissage dans une communauté. Générique, propriétaire, la formation versus le partage de connaissances. Alors, un modèle plutôt descendant versus un modèle de partage et plutôt connectiviste. Le texte versus le visuel, l'autodirigé, navigation guidée. Alors, vous voyez que, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a de nombreux partages, de nombreuses dimensions d'hybridation qui peuvent ressortir. Alors, il y en a, on ne rentrera pas dans le détail de tous parce qu'elles sont nombreuses, mais donc, Bank et Graham nous amènent à comprendre qu'il y a vraiment plusieurs dimensions qui peuvent enrichir et donc caractériser les différents modèles d'hybridation qui sont présents. On peut penser aussi des formations qui sont plus orientées théorie versus pratique ou un contexte beaucoup plus institutionnalisé ou beaucoup plus informel.
Voilà. En fait, l'idée ici était de vous montrer que l'hybridation, oui, c'est à la base des définitions distance versus présence, mais que de nombreuses caractéristiques viennent teinter et en fait orienter les différents modèles de formation hybride possibles. Alors ici, on est avec d'autres termes et d'autres approches. En fait, on trouve une terminologie riche qui est en lien avec la formation hybride. La première, c'est la formation HyFlex, qui vient de l'association entre deux mots hybride flexible. C'est dans le sens où l'étudiant va avoir le choix entre soit venir au cours en présence, donc en classe, soit de participer aux cours en ligne en mode synchrone ou encore de manière asynchrone ou faire les deux d'une séance de cours à l'autre selon leur besoins et leur disponibilité. Ben justement, je vois plusieurs personnes qui viennent du collégial qui sont là. J'ai pu détecter certaines formations HyFlex, certaines pratiques de HyFlex là qui ont été pratiquées au niveau collégial là dans plusieurs collèges du Québec. Il y a ce qu'on appelle aussi la formation en multi-access. Puis ce que je présente ici, c'est pas nécessairement mutuellement exclusif. Ça se peut qu'il y ait comme un recoupement entre ces différentes terminologies. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que vraiment, au niveau de la formation hybride, on va avoir d'autres termes qui vont dire un peu la même chose. Alors, on a ici la formation multi-accès, et ça vient de Irvine, une Canadienne. Alors, pour elle, le multi-accès, ça réfère au choix d'apprentissage, encore une fois, un peu comme au niveau de la formation HyFlex, mais en plus, elle ajoute d'autres possibilités. Donc, l'étudiant peut assister au cours avec un petit groupe à distance par vidéoconférence dans des classes distantes. Et on voit beaucoup ça au niveau du collégial aussi. Dans le projet FADIO, j'ai pu voir qu'il y avait cette variante-là qui était utilisée. L'étudiant peut aussi assister aux cours en présence avec un groupe sur le campus. Il peut aussi participer individuellement par le biais de la vidéoconférence web. Il peut assister en ligne de manière asynchrone, etc. Donc, toutes les possibilités sont là et c'est vraiment l'étudiant qui va choisir le mode de participation au cours. Évidemment, ben, ces modèles-là sont plus populaires en formation universitaire ou en enseignement supérieur, donc au collégial, beaucoup plus qu'au primaire ou au secondaire. On a aussi ce qu'on appelle la formation mixte ou le Blended Synchronous Learning en anglais. Alors, ça fait référence un peu à ce que je viens de dénoncer, mais c'est ça. Donc, Bauer et collaborateurs qui sont des auteurs australiens, et justement, c'est dans ce coin du globe qu'ils expérimentent beaucoup ces choses-là et où on caractérise ce mode de formation comme étant le Blended Synchronous Learning. C'est encore une fois des étudiants en classe qui peuvent assister au cours en même temps que des étudiants à distance grâce à la vidéoconférence. Et ces auteurs-là, justement, ont présenté plusieurs études de cas. Vous allez avoir la référence à la fin. Autre terme, la formation hybride en ligne ou Blended Online Learning. Alors, ce concept-là a été amené par notre collègue Michael Power de l'Université Laval, qui, dans le cadre de sa thèse doctorale, avait parlé pourquoi du Blended Online Learning, parce que pour lui, le blended learning, c'était davantage l'apprentissage en classe versus l'apprentissage en ligne, tandis que pour lui, comme la formation se fait entièrement en ligne, donc pour lui, il y a des activités d'enseignement et d'apprentissage synchrone et asynchrone. Donc, on est davantage dans une formation hybride en ligne plutôt que dans une formation en ligne tout court, parce que chez les anglo-saxons, la formation en ligne pour eux autres, c'est une formation qui se fait en ligne, mais de manière asynchrone complètement. Alors, si je me permets, en fait, pour compléter par rapport à la question que Nicole posait tantôt sur est-ce que les MOOC sont du modèle hybride, on pourrait typiquement ici, justement, rentrer dans le Blended Online Learning parce que l'hybridation dans un MOOC est essentiellement autour du synchrone-asynchrone dans le tout à distance, en fait. C'est pour ça que ça rentrerait peut-être un peu plus dans cette catégorie-là, justement.
Et j'ajouterai, ben, je vous enverrai à à l'acétate précédente, là, la formation multi-accès. Irvine, elle a écrit un article qui est très intéressant, où elle justement, elle fait comme une séquence, si on veut, jusqu'à arriver jusqu'au MOOC. Et le MOOC, c'est vraiment la manière la plus libre d'acquérir une formation pour Irvine. Donc, Nicole, je t'enverrai peut-être vers cet article-là qui est très intéressant, et elle appelle ça les différents tires qui vont donc d'un mode en classe vraiment comme on connaît jusqu'au MOOC. Oui, Vincent, effectivement, on pourrait considérer qu'un MOOC participatif avec des activités synchrones pourrait s'apparenter au modèle que Michael Power définit ici comme Blended Online Learning. Tout à fait. Tout à fait. Finalement, la classe inversée, puis je vais te laisser la parole parce que tu as fait plusieurs travaux là-dessus. En fait, puis justement, Vincent Laberge, avec qui je travaille également à l'Université de Montréal dans un gros projet mené par Bruno Paulhubert. Donc, on a, avec une collègue, Isabelle Nizet, essayé de définir justement ce qui était pour nous important dans la notion de classe inversée. Et ce qui ressortait de nos travaux à ce moment-là, c'était justement de dire qu'il y avait, la classe inversée était fondée sur l'idée d'une double topicité, c'est-à-dire qui articule un ensemble d'activités qui implique une redistribution des rôles au sein des espaces en classe et hors classe, en fait, qui sont des espaces d'apprentissage extrêmement importants. Et donc, dans ce contexte-là, on est arrivé avec l'idée que la classe inversée doit être considérée comme un dispositif hybride de formation, puisqu'on combine un mode présentiel et un mode virtuel asynchrone. Mais si on se réfère un petit peu à la définition de Allen que Sassen vous a présentée en début, il n'y a pas nécessité, dans le cas d'une classe inversée, de penser 30%, par exemple, des activités en classe versus 70% à distance ou inversement. Donc, le continuum peut être un peu plus élargi ici, où on pourrait avoir 50% des activités en classe et 50% des activités à distance. Donc, ici, ce qui est important pour nous, ce qui nous semblait extrêmement important, c'est de prendre conscience que dans un contexte de classe inversée, l'apprentissage peut être aussi structuré, dirigé et organisé dans toute la dimension qui est hors classe, à l'aide notamment de technologies numériques pour pouvoir soutenir les étudiants dans cette partie de l'apprentissage. Donc, la dimension de la médiatisation de l'apprentissage à distance est très présente dans le contexte de classe inversée. Donc, on peut considérer la classe inversée comme une forme, par exemple, de dispositif hybride de formation. Alors, on arrive aux conditions de succès. Patrick, on voit, je ne sais pas trop le temps, comment ça fonctionne. Il fait des siennes étranges. Donc, si tu pouvais soit nous chatter ou soit nous dire… Oui, excuse-moi, est-ce qu'il vous en reste encore longtemps pour votre présentation, vous pensez? 4 diapos. Ah ben, prenez le temps, là. Okay. On vous écoute religieusement. OK. Alors, au niveau des conditions de succès, là, je m'en vais les faire apparaître tous en même temps pour aller plus vite. Si tu me permets, juste avant, je vois le clavardage, je vais me permettre de répondre à Nicole. Est-ce que dans ce contexte, la classe non inversée est également hybride? En fait, c'est intéressant que tu poses la question, Nicole, parce que Sassen et moi, on se posait la question tout à l'heure de savoir finalement, est-ce que la classe inversée existe réellement en soi? Est-ce que c'est pas plutôt redéfinir autrement le fait qu'on pense un type de formation hybride, justement, qui est de considérer qu'on réalise des activités de manière distante et asynchrone, parfois à l'aide de technologies dans le contexte d'une classe active, d'apprentissage actif, avec des moments d'apprentissage actif à l'extérieur. Donc, on peut continuer le débat, effectivement, parce que qu'est-ce qu'une classe non inversée, qu'est-ce qu'une classe inversée? L'idée était surtout ici, pas nécessairement de revenir sur le débat de la notion de classe inversée, mais de comprendre, en fait, qu'effectivement, il y a d'autres nomenclatures qui nous permettent de prendre conscience qu'on mise aujourd'hui de plus en plus sur les contextes distants aussi pour enrichir l'apprentissage en présence, en fait. Alors, donc, j'enchaîne un peu avec les conditions de succès. Les conditions de succès, en fait, on les a mis graduellement. D'abord, les premières conditions de succès vont avec l'institution. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que c'est important d'intégrer graduellement la formation hybride, notamment dans les institutions où on n'est pas habitué vraiment avec la formation à distance. Et respecter justement le rythme d'adoption de l'institution, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le soutien aussi de la part de l'établissement est très important, ne fût-ce que par la mise en place de structures, de conseillers pédagogiques pour accompagner. Donc, tous ces changements-là, c'est quelque chose de très important.
Puis aussi les décisions sur les technologies qu'on va mettre en œuvre et les activités aussi à sélectionner. Et ici, ben, c'est pas écrit sur la présentation, mais les activités qu'on va mettre hybrides, les activités qu'on pourrait mettre à l'intérieur d'un même programme hybride, lesquelles on va mettre en ligne comme activités en ligne et lesquelles qu'on va conserver en classe. Donc, il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième type de conditions de succès sont plus au niveau de l'enseignant, si on veut. Alors, au niveau de l'enseignant, évidemment, il faut qu'il soit capable d'utiliser les bons équipements qui vont répondre à certains objectifs et il faut qu'il s'assure de l'accès des étudiants. Il faut tester les technologies avant les cours. Justement, toutes les technologies devraient être performantes en termes de fonctionnalité, de robustesse et de fiabilité. Et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous là, qui vont se reconnaître quand on va parler de ça. C'est très important également d'atteindre un certain niveau de connaissances technopédagogiques pour assurer une utilisation efficace des technologies. Ben, justement, il y a certains auteurs qui ont élaboré un cadre de référence et des compétences technopédagogiques qu'on devrait posséder dans le cadre de ce type de formation-là. Et vous avez donc la référence qui est ici. Et finalement, les dernières conditions de succès sont davantage au niveau de l'étudiant et des étudiants. Donc, c'est important d'inviter les étudiants et les élèves aussi à des sessions de formation sur les technologies pour qu'ils puissent les apprivoiser. Il faut également utiliser les technologies avec lesquelles ils sont habitués, donc les médias sociaux et tout ça. Et quelque chose qui est très, très important ici, c'est de repenser les rôles de l'enseignant et des étudiants et non pas transposer un cours magistral, puis dire, bon, ben, on va le découper, une partie va être en mode en ligne, puis l'autre partie va être en classe, puis on va continuer à donner des cours magistraux, mais justement intégrer l'apprentissage actif et des méthodes où les étudiants vont être interpellés et responsables de leurs apprentissages. Donc ce serait une occasion pour le faire ici. Au niveau des avantages de la formation hybride et des défis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle était préférée par les étudiants par rapport à la formation en classe ou la formation en ligne. Et il y en a même qui parlent du meilleur des deux mondes. Donc, ça a été relevé par des méta-analyses. Donc, les méta-analyses qui sont un ensemble de recherches, puis c'est vraiment parlant à ce niveau-là. La formation hybride va offrir aux étudiants un meilleur accès à l'éducation, notamment pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à toutes les semaines, qui vivent loin des campus, qui ont un emploi du temps très exigeant et des responsabilités familiales, surtout en enseignement supérieur. Évidemment, elle réduit les coûts d'instruction, puisque pour les établissements d'enseignement qui ont des espaces limités en termes de classe. Et elle va enrichir l'environnement d'enseignement et d'apprentissage pour les gens qui pourraient utiliser les artefacts produits en présentiel, comme par exemple les vidéos, les enregistrements audio-vidéo, et vice-versa aussi. Les activités en ligne les artefacts des activités en ligne pourraient également être utilisés en classe. Comme par exemple les discussions qui ont lieu dans le forum de discussion, on pourrait les ramener en classe là, pour faire des choses avec. Au niveau des défis… Je peux y aller en fait, parce que malgré tout, là, juste si je reviens à la diapo d'avant, on comprend qu'il y a de certains avantages, mais il y a aussi de nombreuses conditions de succès, comme on l'a dit, qui sont importantes, mais même si ces conditions de succès, certaines vont représenter des défis plus importants, comme notamment le fait de la reconnaissance par l'institution de l'effort et du temps nécessaire qui est mis dans la conception et la mise en œuvre d'un cours hybride. Et ça c'est parfois malheureusement assez problématique, d'où la nécessité de s'assurer que l'ensemble de l'institution partage les objectifs et comprend un peu la situation. Donc ça, c'est un point de défi extrêmement important parce que… Pour les enseignants justement, pour la reconnaissance dans leurs tâches. Oui, oui. Parce que ça, on nous le dit souvent, que ce soit pour la formation en ligne ou hybride, on nous le dit souvent, c'est pas toujours reconnu en sa juste valeur, toute la préparation qu'il y a pour ce type de formation-là. Parce que comme
on l'a vu dans la définition, hein, ça prend un gros travail de planification, d'ingénierie pédagogique préalable pour justement que l'ensemble des activités proposées s'articulent correctement. Donc, c'est un temps non négligeable que parfois les institutions, les décideurs institutionnels, malheureusement, ne perçoivent pas. L'autre défi, puis on l'a mentionné, là, il faut former les étudiants aux outils technologiques qui sont proposés, mais on sous-estime aussi grandement le niveau d'habileté technologique des étudiants. Et ça ressort dans de nombreuses études. C'est pas parce que les étudiants sont, comme certains ont tenté de le dire, des natifs du numérique. Là, et cette notion native du numérique est malheureusement un peu galvaudée et pas galvaudée, mais en tout cas véhicule l'idée que les étudiants sont nécessairement compétents et donc savent se servir très facilement de toutes ces technologies-là avec toutes les dimensions que ça comprend, c'est-à-dire la collaboration, l'organisation du travail, la gestion des apprentissages, la gestion de la communication. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut vraiment ne pas sous-estimer les habiletés technologiques et s'assurer de développer un niveau d'habileté adéquat des étudiants. Évidemment, tout à l'heure, on parlait aussi de l'importance de bien structurer les technologies qui sont mises à disposition pour réaliser ces formations hybrides, mais l'accès donc à toutes les composantes en ligne du cours, des cours en fait auxquels les étudiants devront avoir accès pour pouvoir réussir. Il faut ne pas le sous-estimer ça. Et justement, c'est en lien parfois avec le niveau d'habileté technologique des étudiants, mais aussi parfois avec la qualité des infrastructures technologiques qui sont offertes. Et d'où la nécessité de travailler de façon très étroite avec l'institution qui soutient l'ensemble de ces composantes technologiques-là. Et donc, évidemment, le support à la formation, le support et la formation des enseignants, puisqu'on le disait aussi, ça prend également de nombreuses compétences technopédagogiques de la part des enseignants. Et donc, ce soutien et cette formation-là sont extrêmement importants et ce sont des défis parce que souvent, on les sous-estime également. Donc, voilà, pour... tout ce qu'on vous a mentionné ici sont associés à différentes références bibliographiques qu'on va compléter. En fait, c'est surtout ces diapos-là qui sont à compléter pour vous mettre le diaporama disponible. Et donc, il nous reste, je pense, une vingtaine de minutes, Patrick, pour quelques échanges et questions si vous le souhaitez. On va essayer de remettre les vidéos de tout le monde. Excuse-moi. Non, on peut laisser le diaporama, on voit les vidéos ici, nous, de notre côté. Merci beaucoup pour votre belle présentation, très éclairante. Justement, suite à votre présentation, il y a une période d'échange, donc je demanderai aux gens de se manifester, ceux qui ont des questions, qui veulent avoir des informations complémentaires. Donc, c'est le temps. Je sais qu'il y a plusieurs questions là, qui roulent là, dans le chat des commentaires. Alors, pensez-vous que le blended learning représente une solution d'apprentissage intéressante pour les étudiants du collégial bénéficiant de services adaptés? Plus spécialisés en collégial. Services adaptés, c'est-à-dire les étudiants avec les... J'imagine les étudiants des besoins avec spéciaux. des besoins spécifiques, là, différents handicaps, j'imagine. C'est à ça que tu fais référence, Daniel, avec des besoins particuliers, oui, c'est ça. C'est une bonne question. Moi, je pense, en fait, comme toute situation, effectivement, ça pourrait être très intéressant parce qu'il y a une flexibilité qui s'instaure là et qui nous permet justement d'aller adapter selon les besoins des étudiants qui peuvent être en présence ou d'autres qui ne peuvent pas l'être pour différentes raisons, avec évidemment toute la question de la planification, de la prise en compte dans la préparation de ces activités-là des différents étudiants. Et je pense que c'est ça. À mon avis, la formation hybride peut tout à fait, effectivement, être un contexte d'apprentissage inclusif, en autant que ces dimensions-là sont bien considérées au préalable. Mais on ouvre ici, avec l'hybridation, la capacité de penser différents lieux d'apprentissage aussi, et donc des lieux adaptés en fonction des besoins des différents apprenants. Donc, je suis convaincu que oui, mais ça reste à bien planifier et à bien penser. Et ça prend une structure en arrière, ça prend une volonté de l'institution aussi de tout soutenir, tous les aspects particuliers de ça. C'est intéressant. Paul dit que le CRISPECH travaille justement là-dessus. Qu'est-ce que le CRISPECH, Paul? C'est un centre de recherche sur... c'est un centre de recherche justement sur les étudiants avec des besoins particuliers. Il y a M. David Guillemette qui a posé une question. Avez-vous des exemples de blended learning et de formation continue médicale? C'est un peu plus spécifique, là. En médecine. Est-ce que j'en ai déjà vu?
Ben, il y en a, ça c'est sûr, parce que nous, on sait que la faculté de médecine chez nous a quelques programmes qui En ligne. oui, qui sont en ligne, mais je suis convaincu qu'ils commencent de plus en plus aussi à aller vers le hybride parce que vraiment, c'est de manière flagrante, on constate que la formation hybride prend vraiment une place de plus en plus prépondérante ou d'ailleurs plus présente que la formation totalement à distance en ligne. Ben, en fait, à la faculté de médecine aussi chez nous, donc à l'université de Sherbrooke, les cours, en tout cas les cours qui sont en ligne, ne sont pas tout à fait des cours en ligne parce qu'il y a du synchrone. À toutes les semaines, il y a du synchrone, donc le prof est là avec les étudiants. Donc là, on parle de blended online dans ce contexte-là. Mais comme le dit Vincent, effectivement, dans d'autres facultés de sciences de la santé, là, que ce soit à Sherbrooke ou dans d'autres universités, il se fait énormément de choses. On n'a pas effectivement d'exemple propre là-dessous, sous la main là tout de suite, mais je suis convaincu qu'on peut en trouver si vous n'en trouvez pas. N'hésitez pas à nous réécrire, mais je suis convaincu qu'on peut trouver de nombreux exemples. Mais je vous inviterai à aller voir au niveau de l'Université d'Ottawa, il y a le site, vous allez pouvoir cliquer dessus, parce que eux autres, ils ont eu, c'est rendu l'université, la plus grosse université au Canada, qui offre le plus gros nombre de cours hybrides. Et donc, il y avait comme un mandat spécifique, justement, qui a été donné à un groupe de travail pour rendre hybride un ensemble de cours universitaires. Puis je pense que la faculté de médecine faisait partie des bénéficiaires là, de la formation hybride. Donc, je vous inviterai à aller regarder de ce côté-là pour voir plus d'exemples au niveau de la formation hybride. Il y a des expérimentations. Oui, il y en a beaucoup, là. Et surtout dans le projet FADIO. Dont Daniel pourrait parler. Oui, dont Daniel pourrait parler, dont le cégep de Matane, tout à fait. Tout à fait. Ben, j'ai une recherche présentement de CRSH là, que je mène auprès du collégial et où j'ai été faire une collecte de données auprès d'étudiants du collégial. Puis justement qui ont pu témoigner des différentes formes d'apprentissage hybride qui se fait au collégial. Et également, tout à l'heure, je parlais du HyFlex, du modèle HyFlex. En fait, j'ai lu, il y avait un prof du cégep de Lévis-Lauzon dans la région de Québec qui, on parle des années 2008-2009, qui donnait justement un cours HyFlex qui est c'était un programme en agriculture et puis il desservait des étudiants qui restaient jusqu'à Montmagny. Donc, il a pensé à cette formation, à cette forme de formation HyFlex pour ces étudiants qui restaient au loin et qui, pour des raisons de tempête de neige, ne pouvaient pas se présenter en classe, justement. Donc, d'où la nécessité d'innover. Et il avait expérimenté justement les cours HyFlex dans la formation. Et si on considère, comme je disais tantôt, la classe inversée comme un modèle ou en tout cas un type de formation hybride, Vincent ici pourrait nous dire qu'il y a de nombreux profs enseignants du collégial qui actuellement expérimentent la classe inversée sous différents modèles et qui, donc, dans ce contexte-là, font de la formation hybride aussi sous l'appellation classe inversée, mais qui, de mon point de vue, est une forme de formation hybride. Tout à fait. Tout à fait. Ben, en fait, il y a plusieurs programmes. L'aquaculture, justement, oui, j'ai eu des étudiants d'aquaculture là, qui ont pu témoigner. Il y avait même une personne en technique administrative. Il y en avait qui étaient en tourisme. Il y a plusieurs, puis soins infirmiers avec des classes distantes. Je sais que dans le projet FADIO, il y a comme une typologie là, de cours qui se sont faits pour eux. Et à l'intérieur de ça, assurément, il y a de l'apprentissage hybride qui se fait. Ce serait intéressant de documenter justement toutes les pratiques là-dedans. Là. Ah ben un autre projet. On est bon pour un projet de recherche. Ça vous tente qu'on collabore avec quelque chose de pan-québécois sur cette question-là? Oui. Il y a Daniel ici qui a une question. Quel conseil à donner aux enseignants face au défi d'alimenter et de construire la portion asynchrone de façon efficace? Je pourrais peut-être répondre à ça parce que dans mon projet actuel, j'ai eu des témoignages d'enseignants et d'étudiants à ce niveau-là. En fait, c'est le blended synchronous que j'étudie de plus près. Donc au niveau du collégial et universitaire également. Alors, ce que les enseignants me disent, c'est justement pour augmenter
la présence des étudiants et puis pour les motiver davantage et tout ça, c'est important que la composante asynchrone suive ce qui se passe, donc les interactions qui ont commencé en classe puis qui peuvent se continuer justement à distance et donner des points. Bon, il y a certains enseignants qui me disaient ça. Donner des points, ça pouvait être aussi un incitatif pour les gens qui avaient plus une motivation extrinsèque. Là. Mais en général, les gens participaient beaucoup dans ces activités asynchrones-là parce que ça venait compléter justement la formation en classe. Moi, je dirais, Daniel, pour utiliser des termes que tu connais, dont on a déjà parlé, en fait, ce qui pour moi est extrêmement important, comme dans la formation totalement à distance, c'est l'alignement technopédagogique que l'on anticipe lors de nos planifications. Et effectivement, si on propose des activités à l'extérieur de manière distante, synchrone ou asynchrone, qui ne sont pas alignées avec les cibles d'apprentissage, qui ne sont pas en lien avec les modalités d'évaluation, qui ne font pas en fait de lien précis avec ce qui est vu en classe, on risque de perdre un désengagement, de créer un désengagement des étudiants et c'est malheureusement une des grandes difficultés. Mais si on revient au défi dont on a parlé tout à l'heure, ce qui est très important aussi, c'est de s'assurer que les étudiants qui se retrouvent de façon autonome à distance devant un certain nombre de tâches et d'activités à réaliser ont les outils nécessaires pour pouvoir les réaliser, que ce soit technique, que ce soit les habiletés et stratégies personnelles pour organiser leur travail. Donc, s'assurer en fait que les étudiants ont ce qu'il faut pour être autonomes et réaliser ces activités-là, parce que c'est un des grands motifs de désengagement, c'est le désœuvrement auquel font face les étudiants qui ne savent pas comment fonctionner dans l'environnement asynchrone ou à distance. Donc ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Et on parlait des défis aussi, c'est de s'assurer effectivement que si on propose, par exemple, un certain nombre de ressources médiatiques, vidéos ou autres, que le poids ou la taille de ces vidéos ne soit pas trop gros et empêche certains étudiants qui sont très, très loin ou dans des contextes où l'accès à Internet n'est pas si facile que ça, puissent quand même télécharger ces vidéos-là et les regarder de qualité. Donc, ça pour dire que il y a l'alignement technopédagogique, prise en compte des habiletés et capacités des étudiants à distance et des contraintes technologiques auxquelles ils ont aussi affaire à distance. Effectivement, comme le dit Serge en complément, la scénarisation pédagogique est extrêmement importante. Et c'est ça, en fait, qu'avec Isabelle Nizet, on a vraiment compris dans notre travail sur la classe inversée, c'est que si on ne scénarise pas correctement et si on ne pense pas l'espace à distance comme ou l'espace à la maison comme étant un espace d'apprentissage aussi structuré et structurant que celui en classe, alors on manque quelque chose. Donc, la scénarisation est effectivement importante, autant pour ce qui se fait à distance que ce qui se fait en classe. Tout à fait. On voit qu'il y a un petit silence qui s'installe. Est-ce que tu vois d'autres questions, Patrick, de ton côté? Il y a David qui demande, David Guillemette, qui demande comment les gens vont pouvoir accéder au PowerPoint. J'imagine qu'on va pouvoir l'offrir peut-être par la liste des gens qui ont participé à la présentation. Là. On devrait l'avoir. Oui, puis en fait, ce qu'on pourrait faire, si ça vous va, moi j'ai l'habitude de placer les choses sur SlideShare. Une fois que le diaporama est bien terminé, on pourrait envoyer ça à quelqu'un de la CIRTA qui pourrait le faire circuler à la liste sans problème, si ça vous va, de cette façon-là. C'est bon, ben, merci beaucoup, Florian. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est le moment ou jamais. En tout cas, beaucoup de félicitations, de remerciements. Merci. On peut-tu arrêter le share? Oui, on vous dit, j'avais fait une belle petite diapo, mais voilà. on peut arrêter le share, effectivement. Florian et Sassen, c'est Serge. Je me demandais, comment voyez-vous l'encadrement des étudiants dans les cours hybrides? C'est-à-dire, avez-vous vu des éléments, des défis ou des choses, ne serait-ce que dans le temps que ça prend? C'est comme si on rajoutait du travail d'encadrement dans un cours en classe ou en visioconférence. Oui. Ben, c'est un peu comme la formation en ligne, c'est que le problème, je peux dire que c'est un problème, c'est pas tellement un problème, mais ça rallonge le temps de classe parce que l'étudiant va avoir accès aux enseignants à tout moment de la semaine et c'est quasiment en continu. Et il y a des attentes à ce moment-là qui sont plus grandes que les attentes qu'on va avoir dans un cours en classe où l'enseignant, certaines institutions nous disent, c'est
temps de 48 heures qu'il faut répondre aux étudiants. Donc, les défis pour les... et justement, d'un autre côté, il faut qu'il y ait une certaine reconnaissance de la part de l'institution que la formation en ligne et hybride demande plus de temps que la formation en classe. On ne donne pas juste un cours de 3 heures, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça parce que l'encadrement se fait beaucoup plus en continu et l'encadrement peut se faire de manière individuelle aussi. Et tout ça, encore une fois, se scénarise et s'anticipe. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger, effectivement. Donc, tout ça demande beaucoup plus de temps de préparation, mais ça doit être très bien pensé justement pour que la répartition du temps soit adéquate aussi et pour les étudiants et pour nous, formateurs. Donc, l'idée, en fait, souvent, on considère en contexte universitaire, là, je spécifie bien, qu'un étudiant qui passe 1 heure en classe, on s'attend de lui ou d'elle qu'il mette environ 2 heures de travail à la maison. Donc, pour un cours de 3 heures en classe, on s'attend à ce qu'il passe au moins 6 heures à la maison de travail individuel. Alors, si on considère ce temps-là de cette manière-là, on peut repenser aussi nos activités en s'assurant du temps du travail à distance comme étant un travail qui est compté aussi dans le temps d'investissement de l'étudiant. Donc, il faut bien le penser et bien le scénariser. Mais comme on disait, par exemple, dans les exemples qu'on a vus à l'Université d'Ottawa, ça peut être aussi de penser 1 semaine à distance, 1 semaine en classe. Et donc, c'est pas nécessairement de rajouter tout ce qui se fait à distance par rapport au temps qui est présent en classe. On peut aussi réduire le nombre de séances en classe pour donner un peu plus d'espace aux activités à distance. Il y a une question qui dit, y a-t-il des étudiants réfractaires à l'hybridation de son cours que je vois arriver? Dans ce que j'ai lu, si je me réfère à la littérature, comme je disais tout à l'heure, il y a deux méta-analyses récentes, très récentes, que j'ai pu retracer, qui disaient que justement les étudiants préféraient la formation hybride à la formation en classe ou à la formation en ligne, complètement en ligne. Pourquoi? Parce que la formation hybride va aller chercher le meilleur des deux. Va chercher le meilleur de la formation en classe parce que là, au niveau de la présence sociale, au niveau de... on va avoir certaines interactions qui vont pouvoir être réalisées de manière synchrone, mais en même temps, on va avoir aussi les avantages de la formation en ligne. Donc, donc il y a alternance entre les cours en ligne et les cours en classe, on va... donc, ça, c'est ce que la littérature dit. La formation en ligne donne plus de liberté, disons, à l'étudiant. C'est ce que la littérature dit. Maintenant, dans les faits, en pratique, est-ce qu'il y a des étudiants qui sont réfractaires? Sûrement que oui. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais... Mais plus on accompagne les étudiants aussi, en fait, souvent, les craintes que vont exprimer les étudiants, en particulier pour les activités à distance, c'est le manque de confiance qu'ils ont en leur capacité à manipuler les espaces dans lesquels ils vont travailler, l'accès aux ressources et le développement de l'autonomie. Ce sont les craintes principales qu'ont les étudiants, et en particulier les étudiants qui ont une volonté de bien réussir, ont peur de se retrouver devant un contexte où ils ne peuvent pas valider l'avancement de leur... en fait, c'est leur crainte, en fait, de ne pas pouvoir valider l'avancement de leur apprentissage et la qualité de leur réalisation. Donc, si on accompagne cette autonomie-là, si on accompagne la flexibilité aussi pour les étudiants, on réduit au maximum, je pense, le côté réfractaire de nombreux étudiants. Pour ceux qui s'inquiètent de ne pas avoir le PowerPoint, je peux aussi vous dire que si vous allez sur mon compte SlideShare, Florian Meyer, vous allez me trouver très facilement. Vous allez pouvoir l'obtenir d'ici demain, là, je pense. On va finaliser ça aujourd'hui ou demain matin ou plus tard. Nicole dit, je compte envoyer un message à la liste Reptic pour documenter les diverses formes de classes hybrides qui sont expérimentées. Quelle typologie proposez-vous lorsque je poserai ma question? Je ne comprends pas tout à fait ta question, Nicole. Par rapport aux typologies qu'on a présentées, j'imagine les différents modèles existants. Là, il y en a plusieurs. Je vais plutôt aller... je sais pas si je peux... en fait, ça dépend effectivement comment tu vois les choses, Nicole, mais le modèle de la formation hybride de ISUP pourrait peut-être être très aidant, d'autant plus qu'ils ont en fait un outil, si vous allez sur le lien hy-sup.org, je pense, l'adresse exacte, je vais y arriver. Ils ont en fait un outil d'auto-positionnement qui est très intéressant. Voilà, je vais l'adresse, je vais vous remettre... vous ne voyez pas le diaporama là, hein? Je vais
faudrait leur Je vais partager. repartager mon diaporama. Ici, là. Le modèle ISU pourrait peut-être être très intéressant pour t'aider justement à positionner ces personnes-là. Et si vous allez sur l'URL qui est là, ils ont un outil d'auto-positionnement qui permet justement aux gens de voir un peu en fonction de ce qu'ils font dans leur contexte hybride, de se dire, bah, tiens, moi je suis plutôt dans le type 1, type 2, type 3, type 4. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça pourrait t'aider assez facilement sans avoir à développer un cadre trop complexe, à permettre de catégoriser un peu ce que proposent les différentes personnes. Donc, je pense que ça pourrait être un outil intéressant, Nicole. Elle dit oui, non, merci. Nicole, C'était 3 phases différentes. OK. OK. Ben, en fait, c'est ça, il y a plusieurs typologies possibles. Fadio aussi, hein, il y a une typologie qui est intéressante. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu intégrer là aussi. Oui, parce que je voudrais être certaine que les questions que je vais poser, que ça soit clair pour les gens à qui je vais poser la question. La classe hybride, là, on propose divers modèles là, de classe hybride. Je voudrais que les gens comprennent très bien chacun des modèles proposés pour qu'ils puissent répondre adéquatement. Ouais. Okay. Ce qui est intéressant dans le modèle ISUP, c'est qu'il se base sur un cadre de référence qui est très intéressant. Ouais. Vous avez vu tout à l'heure les composantes, c'est ça. Mm-hmm. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs composantes à ce modèle-là et c'est ça qui le rend encore plus fort. donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Dernière question à nos invités. Le temps va vite, hein? C'est fou. Oui, c'est ça. Donc, les questions semblent épuisées. Et les gens aussi, probablement. Ouais, c'est ça. Ah, il y a un petit commentaire. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur toutes ces questions-là. Merci, oui. Merci, Sassen et Florian, pour votre présentation. Qui a été, je suis certain, très apprécié. Du moins, il y avait quand même passablement de personnes qui ont assisté. Et puis, j'aimerais profiter aussi de la tribune pour vous inviter au prochain webinaire de la CIRTA qui va avoir lieu en 2018, en janvier 2018, le 16 janvier probablement. On va vous envoyer une confirmation. Ça serait Azanette Patineau qui va venir nous parler du potentiel pédagogique des jeux sérieux, donc des Serious Games. Donc, à venir en janvier. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne correction si vous êtes enseignant et de joyeuses fêtes. Donc, au plaisir. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.